copains. Je vous avais dit que je tiendrais pas 24 heures sans refaire un petit stream. Alors ça y est, c'est parti, on est sur la route pour un stream dans ma bagnole. Ça va durer à peu près une demi-heure, sauf si je bourrine un petit peu, parce que je suis à la bourre. Mais anniversaire ce soir, gros apéro, mais c'est moi qu'on a envoyé chercher le cadeau caché dans une boutique. 28 km, mais 28 km de petite route, et donc c'est bon, j'ai le cadeau et je suis sur le retour. Mais c'est pas de ça que je voulais vous parler, même si c'est intéressant, c'est un joli vélo électrique, mais on s'en fout. Euh, L'écriture. Alors, revenons à ça. Pourquoi on écrit? C'est la question que je me suis posée, pourquoi j'avais envie de faire des streams sur l'écriture. À quoi ça sert? Alors déjà, j'ai découvert quelque chose, je pense que nous sommes tous de grands schizophrènes, que nous sommes tous de grands frustrés et que nous avons besoin, comme je suis en train de le faire là, d'exutoire par le biais du streaming ou de l'écriture. En fait, tout ça, c'est exactement la même chose. Tout ça, c'est se livrer, raconter des histoires, raconter ce qui nous passe par la tête, avoir envie que les gens nous reconnaissent pour un talent peut-être, mais surtout avoir envie que les gens partagent avec nous une histoire, un moment. Et ça vaut pour tous les arts créatifs. Et j'inclus je pense peut-être par abus de langage, mais non, je crois pas. Tout YouTube, tous les streamers, tous les créateurs de contenu, même si je déteste cette appellation, parce que créateur de contenu, ça veut dire que quelle que soit la qualité du contenu, on s'en fout, on crée juste quelque chose pour remplir le contenant qui est Internet et scotcher les gens devant leur télé, comme disait Moujotte, pour les plus vieux d'entre vous, ex-directeur des programmes de TF1. Avec Patrick Lelay, ingénieur de la même école que moi, tiens d'ailleurs Patrick Lelay, comme quoi le BTP ça mène à tout, mais bon TF1 ça appartient quand même à Bouygues. Bon bref, qui s'était fait un peu choper, alors à l'époque il n'y avait pas autant de réseaux sociaux etc, donc c'était les guignols de l'info qui l'avaient chopé, évidemment le canard etc, qui avait dit que son métier c'était pas de créer des programmes intéressants, son métier c'était d'avoir des parts de cerveau disponibles pour la publicité. Et finalement quand en tout cas, c'est l'analyse que j'en fais. Quand on est créateur de contenu, j'ai vraiment cette impression d'être quelqu'un qui va faire tout et n'importe quoi pourvu que, voilà, les Marseillais à Cancun, les ch'tis chez ma grand-mère, voilà, c'est un petit peu ce genre d'émission. On fait n'importe quoi. Le cerveau est disponible pour de la publicité. D'ailleurs, vous, moi, enfin tous les gens qui sont sur Twitch, qui sont sur YouTube, qui essayent de faire quelque chose, même si à la base ils font quelque chose de qualité, beaucoup se sont lancés, surtout les premiers qui ont commencé à avoir du succès. Alors on va pas revenir sur les Norman, les Pensées, les tout ça, les joueurs du grenier qui au début étaient animés et habités par le feu sacré de vouloir créer quelque chose. Et l'argent et la popularité est venu après, parce que je pense que même certains ont commencé avant qu'on puisse monétiser sur YouTube, sauf si je dis la connerie qu'en fait on a pu monétiser depuis toujours sur YouTube, mais c'est pas ça l'intéressant. Je pense pas qu'au début ils avaient vraiment ça. Bon, bref, aujourd'hui, devenir influenceur, il y a même des formations, alors méfiez-vous de ça, là, de plus en plus on voit les coachs de coach. Vous devez suivre sur Twitter un gars qui s'appelle Vincent Flibustier, absolument. Il est en train de mener une guerre totale aux coachs de coach, à tous ces gens qui vous vendent du vide pour se faire du pognon, puis qui disparaissent du jour au lendemain. Les naturopathes, homéopathes, coachs qui vont je sais pas moi, vous lire l'avenir et la réussite dans les lignes d'un morceau de marbre. Voilà. Et puis c'est faux, ces gens qui ont suivi des fausses formations hors de prix et qui prétendent pouvoir vous mettre sur les rails du succès, que votre vie sera formidable. Enfin, si ces gens-là existaient, ils auraient une popularité incroyable. Peut-être même ils pourraient lancer des religions. Et ils n'auraient pas besoin de faire de la pub sur Facebook, etc. Donc en tout cas, Vincent Flibustier, retenez ce nom, qui mène une guerre totale et il a le soutien de beaucoup de personnes. Vas-y Vincent, euh, pour démasquer tous ces charlatans, voilà, ces astrologues modernes qui prétendent qu'ils vont pouvoir
vous apporter le bonheur et la prospérité contre une des formations à 1000 balles. J'ai vu même un gars qui faisait un full package. Alors, tu as le droit à tout, 2 jours de séminaire, 10 fois 30 minutes de formation online après avec lui, etc. 30 000 balles. Voilà. 30 000 boules. Je sais plus si c'était TTC ou hors taxe. Bon, peu importe. Mais voilà, sinon 36 000. Mais donc, à cette échelle-là, même tu dis 30 ou 36, quand tu as payé 30, tu peux payer 36. C'est comme, voilà. Euh, N'importe quoi, hein, tu veux 30 000 balles. Pour 30 000 balles, tu passes ton bac, tu te sors un peu les doigts du cul, même si tu fais une prépa intégrée, tu fais une belle école, une petite école de commerce, même tu dis pas que tu fais HEC, les SEC, les DEC, ça. Tu peux faire des belles écoles d'ingénieurs qui sont payantes, et si t'as pas les capacités ou si t'as pas l'envie de faire des concours un peu chiants, et bah tu fais une école payante, et pour 30 000 boules, bah tu te fais largement tes 3 années d'école, plus tous les polycopiés, tous les apéros, etc. Et là, tu auras vraiment le succès. Et puis si c'est pas ça qui te botte, tu fais charcutier, tu fais CAP, tu fais un métier. Et pour 30 000 boules, tu peux faire des milliards de choses. Tiens, bah, tu fais charpentier, tu fais un CFA. Si tu es un peu doué, compagnonnage, magnifique. Et avec les 30 000 boules, tu te payes ton logement et tu payes les apéros à tous les copains. Voilà, garde-les tes 30 000 balles, va pas voir des coachs. Bon, bref, donc du coup, je sais plus pourquoi on en est arrivé là, mais les créateurs de contenu, oui. Alors, écrivain, musicien, streamer, youtubeur, sculpteur, peintre, acteur, et, dramaturge, tout ça sont des personnes qui créent quelque chose qui n'existait pas avant. Hein, à la différence, par exemple, d'un ingénieur ou d'un chercheur qui va découvrir, surtout les chercheurs, il y a peu d'inventions en recherche fondamentale. Alors, je vais me faire prendre plein la gueule, mais non, on découvre des principes qui existent là déjà. Voilà, le boson de Higgs, il était déjà là. Higgs l'a théorisé en disant, je pense que il y a un machin qui doit se comporter comme ça parce que j'ai observé ci, j'ai observé mi, et puis on a fini par mettre la main dessus. C'est pareil pour les théorèmes mathématiques de Thalès à Villani. Les mathématiciens démontre des choses. On ne dit pas qu'un mathématicien crée, il démontre. Voilà, il démontre un théorème, il démontre chimie, physique, etc. Voilà, on démontre des choses qui existent déjà, qui peuvent fonctionner déjà. Alors effectivement, après on assemble tout ça, on est plus dans l'ingénierie, quel que soit le domaine, chimie, physique, où on va prendre toutes ces lois puis créer quelque chose de nouveau à partir de quelque chose qui existe déjà. On ne crée pas à partir de rien. Alors que, même si pour faire de la musique, on va utiliser des sons qui sont certainement tous présents dans la nature. Comme la peinture, on va utiliser de la couleur et on va les agencer de telle manière qui aurait pu exister par hasard dans la nature. Hein. Vous connaissez ce principe de la théorie des grands nombres qui dit si vous mettez une infinité de chimpanzés devant une infinité de machines à écrire, il y aura une infinité de fois tous les romans qui existent déjà qui seront reproduits par ces chimpanzés. Voilà. Et c'est normal, parce qu'ils vont faire une infinité de tests, et puis ils vont mettre les lettres dans un certain ordre, et un coup ça sortira que de la merde pendant des milliards et des milliards et des milliards et des milliards de fois, et puis tac, Crime et Châtiment, et tac, un petit roman de Beck BD, ça fait 2 fois que je le cite, et tac, un petit roman de Bukowski, un poème de Ronsard, voilà. Et donc bref, donc on pourrait, mais c'est une telle quantité de hasard que la personne ne le fait pas par hasard. Nous, moi, quand on écrit, on fait pas les choses par hasard. J'ai pas la place chez moi de mettre une infinité de singes dans le salon. Il me faut un salon de taille infinie, du coup pas pratique à nettoyer. Forcément, il me faudra une infinité de petits lutins et de petites lutines. Comment on dit le féminin de lutin? On sait pas. Euh, pour nettoyer donc le bordel sans nom. Donc du chaos naît l'art, et l'art est là pour nous faire réfléchir et nous amener à un niveau de conscience supérieur, au niveau de conscience suivant. C'est pas pour dire que notre niveau de conscience est inférieur, même pas supérieur, inférieur tout de suite.
on met une notion de classe et de hiérarchie. Non, nous amène à un niveau de conscience suivant. Voilà, quand on est passé du figuratif à l'impressionnisme, au surréalisme, etc. Je ne rentre pas dans tous les sous-genres, le dadaïsme. À chaque fois, il y a eu une réflexion de la part des artistes. Où est-ce qu'on peut aller encore plus loin? Où est-ce que je peux amener mon pinceau, les mots? Et c'est Raymond Queneau qui déstructurait tout, Bukowski qui ne parlait que du réel, complètement brut et froid, et qui faisait rimer les mots pour que on ait l'impression que ce soit beau, alors que ça parle de deux gamins qui sont en train de baiser en écoutant du Bob Dylan. Tout ça, c'est de la création de contenu. Donc nous créons tous du contenu, nous sommes tous des putains de dealers. Et on est des dealers encore plus accros que les gens à qui on vend notre cam. Parce que on se bat pour vendre ou distribuer. Moi j'ai écrit un bouquin. Un peu merdique, c'est un recueil de poèmes. Ça m'a pris plusieurs mois, années, ça retrace depuis un drame familial alors qui arrive à de nombreuses familles, hein, le décès d'une personne très très proche, mais tout le monde meurt un jour ou l'autre. Bon, enfin là c'était un peu soudain et pas prévu du tout, du coup, soudain, pas prévu, bref, donc, voilà, redondant. Jusqu'à la naissance de ma fille. Voilà. Et voilà, donc c'est bien, je suis content, ça s'appelle Les Lettres à Java. Java, c'est le nom de ma compagne. Parce que ce sont des textes ça a commencé par des textes qui s'adressaient à elle, et voilà, ça a continué comme ça. Et donc, bref, donc moi aussi, je produis du contenu, puis je continue. Il y a un roman, j'ai un roman qui est en cours d'écriture, un petit peu du mal à accoucher, même si le plan est fait. C'est juste, il passe 5 minutes entre la rénovation d'une maison, s'occuper de sa famille, alors s'occuper de sa famille, pas en tant que patriarche, mais passer du temps avec sa famille. C'est bien plus plaisant de voir ma fille faire un puzzle que de remplir des pages et des pages, même si l'histoire me tient particulièrement à cœur. Mais pourquoi je vous disais tout ça? On ne sait même plus. Vous voyez, je suis sur la route. Tiens, vous savez où je suis là? Je suis au milieu des champs, dans l'Eure, sur un coin de France qui s'appelle le plateau du Neubourg, une espèce de grande plaine immense à perte de vue, avec quelques bois par-ci, par-là qui interrompent, et puis quelques petits villages, mais c'est tout plat. Il doit y avoir 4-5 mètres de terre arable au-dessus de bonnes terres et donc ça cultive sa mère ici. Voilà, ça cultive comme des malades. Il n'y a pas trop de vaches, hein, c'est la culture donc de la céréale, du lin. C'est le coin du lin. Alors, tiens, aparté, pendant qu'on raconte tout et n'importe quoi en bagnole, le lin que vous avez sur votre chemise, là, par exemple, ou sur votre fut, dans les garnitures des portières de bagnole, et ben, la plus grande partie du lin cultivé dans le monde, c'est ici. Il y a une espèce de croissant qui commence vers Boulogne-sur-Mer, un peu au sud de l'île, vous voyez, et puis ça fait un croissant comme ça jusqu'au sud de Caen. Et ben tout ça, c'est le croissant du lin. Et parce qu'il est là que ça pousse, il fait chaud, il fait humide, un jour il pleut, un jour il pleut pas. Voilà. Et alors c'est très particulier. Moi j'ai de la famille qui cultive ça. Ça s'arrache, ça ne se coupe pas, ça s'arrache et ça se couche. Je vais essayer de vous montrer ça. Demain, on ira voir un champ. Ça se couche au sol et il faut attendre qu'il rouisse. C'est comme ça qu'ils disent. Ils deviennent roukmout, quoi, si vous préférez. Et ils ont une machine spéciale. Alors peut-être que demain, on pourra essayer d'aller en voir une qui fonctionne. Ils retournent le bazar pour que ça rouisse de l'autre côté et ensuite ils le récoltent. Donc, ils ont le risque que ça pousse pas. Ils ont le risque de se merder, de l'arracher trop tôt, pas assez tôt. Hein. Ensuite, il faut qu'il pleuve un peu quand il est arraché. Je sais, me demandez pas, je suis pas ingénieur agronome. Pour que la fibre patati patata, il faut que tout ça ce soit d'une certaine longueur pour que la fibre à l'intérieur soit assez longue, sinon l'industrie textile non, nous on n'en veut pas, c'est trop compliqué après pour faire des fils.
Ensuite, donc, ils ont le risque après de le retourner. Il y a du vent, il y a les sangliers. Il ne paraît pas, mais il y en a plein des sangliers là quand ils font la moisson. Donc il y a 1 mètre de blé, 1 mètre 5, 1 mètre 20. Et puis ceux qui font du maïs, ça peut aller jusqu'à 2 mètres. Et là-dedans, il y a plein de sangliers, de chevreuils, de machins, tout un tas de bestioles qui font de très bons pâtés. Oh là là, je vais avoir tous les, euh, tous les véganes sur le dos, blablabla. Merde, voilà. Hein. Euh, mais bon, il faut faire très attention parce que déjà, si vous shootez une lait alors qu'il y a ces petits, bah, les petits autant les shooter aussi, les pauvres, parce que sinon c'est foutu. Et puis vous niquez la moissonneuse si vous faites ça. Bref, et donc les sangliers ils ont faim, un peu comme moi là, j'ai la dalle. Il est 19h, il a hâte d'arriver parce que j'ai vraiment la dalle. Et ils fouillent dans le sol. Ils cherchent des champignons, ils cherchent. Voilà. Et donc du coup, bah, ils remuent le lin. Alors le remuer encore, c'est pas très grave, mais il le soulève. Il y a du vent, je vous dis, c'est une plaine à perte de vue, c'est incroyable. Et bah, le vent s'engouffre là-dedans, terminé. Au revoir, monsieur, dame. Le lin, il s'éparpille. Après, c'est l'enfer. Il faut aller. Alors, c'est des trucs qui font 15 hectares la pièce. Il faut y aller avec sa fourche, son machin, un casse-dalle, passer la journée. Moi, il me l'en fait faire. Et tu remets tout dans le bon sens pour que quand la machine elle passe, elle puisse récolter. Parce que c'est des machines assez chères, assez spécifiques, puisqu'il n'y a qu'une toute petite partie ici en France et quasiment dans le monde où il y a cette production intense de lin. Euh, Il n'y a pas 50 000 dealers de machines pour ça. Ils en inventent pas toutes les 5 minutes, donc les machines sont assez vieilles. Et donc, ah ouais, alors aujourd'hui ils ont la clim, la radio, le GPS, le machin, mais dans ces machines-là pas du tout. T'es assis en extérieur sur un vieux truc en métal rouillé. Il faut que t'aies 15 vaccins du tétanos pour pouvoir t'en servir. Enfin, bref. Et donc, bah, tout ça pour vous dire que c'est très joli ici. C'est magnifique. Donc, ça donne envie d'écrire. Il y a énormément d'auteurs qui viennent, de grands auteurs qui sont nés dans le coin. Et en Maupassant, le plus grand d'entre eux, et la Normandie, c'est joli. Voilà, c'est paisible, c'est paysan, dans le sens le plus noble du terme. C'est des gens qui ont réussi à transformer leur agriculture pour en vivre réellement. Moi, je rencontre tous les jours des familles avec. Alors c'est ça qui est emmerdant dans l'agriculture, c'est que vous avez une ferme qui fait 100 hectares. Alors déjà, c'est pas beaucoup. 100 hectares, faut minimum 160 hectares pour vivre, qu'un couple puisse vivre. Et encore un couple, c'est bien si le conjoint travaille autre part. Et 160 hectares, c'est vraiment le minimum si on veut l'exploiter soi-même. Hein. Après, il y a plein qui ont hérité des petits bouts de terrain et qui font faire le travail par d'autres et qui prennent la toute petite somme que ça leur rapporte à la fin de l'année quand ils vendent la graine, le machin. Bref, donc j'ai mon expérience. Alors, on va partir de 300 hectares. Voilà. 300 hectares, c'est très bien pour très belle exploitation. Et les agriculteurs qui ont ça dans le coin, c'est des gens qui ont le niveau d'un cadre qui travaillerait à Paris ou dans une grosse ville. Donc vous voyez, on n'est pas non plus dans l'industrie du porc, etc. En Bretagne où là c'est le bordel, ils n'ont pas de sous. Ça. Non, ça vit correctement. C'est pas la folie, hein, mais ça vit correctement. Ils ont 2 enfants. Les 2 enfants veulent devenir agriculteurs parce qu'ils ont vécu là-dedans et ça leur plaît. Papa, maman leur ont transmis le goût de ça. Bah, quand ils vont arriver au bout, soit ils s'associent, ça fait toujours 300 hectares, mais ils vont avoir chacun une famille à faire vivre, alors qu'il n'y en avait qu'une avant. Ou alors, ils coupent en deux 150 hectares chacun, et des lopins de terre ou des machins à racheter pour pouvoir refaire grandir la ferme de chacun des 2 héritiers, ou des 2 héritières, ou de l'héritier et de l'héritière. Putain, c'est compliqué le discours inclusif. Enfin, des 2 gamins, on pourrait dire gamines, des 2 bambins, voilà. Pour refaire grossir et avoir des fermes un peu plus conséquentes, c'est compliqué. Il n'y a pas, parce que les gens gardent leur terre. Ça a une valeur, la terre à vache, comme on l'appelle nous dans l'immobilier. Ça perd pas. C'est entre 5 et 15 euros du mètre carré, ça dépend où elle est. Point, tu l'achètes, tu la revends 1000 ans après, elle vaut le même prix. C'est mieux qu'un livret. Hein. Moi, si vous avez la possibilité d'acheter 1 hectare de terre,
pour placer donc vos sous. Hein, un hectare, ça fait 10 000 mètres carrés. Voilà, 100 par 100. 10 000 mètres carrés, oui, je sais, c'est compliqué leur manière de compter, mais c'est comme ça. Vous voyez, donc 10 000 mètres carrés, vous héritez, je sais pas, 50 000 balles, dans des endroits de France, vous pouvez acheter un hectare, même moins cher que ça, hein, moins cher que ça parfois, perdra jamais. Donc, il prend l'inflation, garantie. Donc cette année, par exemple, le livret A, lui, il a pris, mais il n'a pas pris autant que l'inflation. L'État a fait ce qu'ils ont pu. Enfin, je ne vais pas rentrer, on a dit qu'on faisait pas de politique. Bon, ils ont fait ce qu'ils pensaient devoir faire. Par contre, tous les terrains, ils ont pris l'inflation. Alors, l'indice du coût des domaines, voilà, c'est pas tout à fait l'inflation, mais plus que le livret A. Bon, bref, fin de parenthèse. Donc, il n'y a rien à racheter. Et donc, et donc, ils ont des fermes de plus en plus petites. Et donc, pourquoi ils disent que ça se désertifie? C'est pas que ça se désertifie, c'est que les gamins, ils n'ont pas de quoi vivre. Et l'autre, imaginez qu'il y en ait qu'un qui veuille. L'autre, il va pas rester vivre là, donc il va se barrer. Et puis surtout, celui qui reprend, si l'autre, il n'a pas envie d'exploiter, mais il faut qu'il lui paye, parce que c'est quand même son héritage à l'autre. Donc, c'est très, très, très compliqué. Et on entend... encore une fois, hein, pas de politique, mais juste, c'est marrant on dit ça, pas de, mais quand même, je vais vous en parler. La transmission d'un outil de travail. Évidemment, quand on voit les médias, tout le monde nous dit ah ouais, mais euh, Bolloré, machin, et quand ils vous transmettent les héritages, c'est des milliards, et ça. On est d'accord. Et on est un peu loin de l'outil de travail quotidien qui permet de vivre même très confortablement en mangeant tous les jours à l'hôtel de Paris à Monaco. Il n'y a pas besoin d'autant de pognon pour pouvoir faire ça tous les jours. Bref. Et donc il peut transmettre, mais à cette échelle-là, c'est même encore beaucoup plus compliqué de réfléchir. Mais réfléchissons juste au monsieur et à la dame et au monsieur qui ont une petite PME. Même d'une cinquantaine de salariés, 100 salariés ou une grosse entreprise de transport, mais c'est un outil de travail. C'est un outil de travail qui rémunère des salariés, qui leur loue. Je tiens à ça, on ne gagne pas un salaire, on a une rétribution par rapport à une prestation qu'on fournit à un employeur, et c'est une espèce de symbiose. Hein, donc faut arrêter ce truc où les charges salariales, alors pourtant moi je suis patron des services, d'équipe, non, mes collaborateurs c'est une force, c'est pas une charge salariale. Les impôts sont des cotisations pour leur avenir, pour leur retraite, pour la mienne, pour faire des routes, des écoles, des machins, etc. Donc, pas d'ambiguïté sur le vocabulaire que j'utilise. Ils meurent. Enfin, ils vont mourir. C'est le lot de tout le monde. Transmettre cet outil de travail, c'est pas transmettre une fortune. C'est pas transmettre des liquidités. Voilà. Et l'entreprise va être évaluée. Et après, elle va être taxée comme si elle était liquide. Alors que pour qu'elle soit liquide, il faudrait la vendre. Alors, c'est pas tout à fait vrai. Je sais pas trop comment c'est dans l'industrie, les PME autres que l'agriculture, mais dans l'agriculture, il y a une loi d'Eurobiens, je crois. Je dis une connerie, non, ça c'est sur les mots. Bon, peu importe, il y a une loi. Si les héritiers s'engagent pendant X années, c'est assez long, hein, à pérenniser l'outil de travail et en être les gérants, il y a un abattement de folie sur la valeur de l'héritage pour leur permettre justement de ne pas payer trop de taxes et du coup de faire perdurer cet outil de travail et de s'en servir eux-mêmes comme un outil rémunérateur pour leur vie. Voilà. Oula, j'ai fait tomber le téléphone. Donc tout ça très bien. On est parti loin dans la discussion en disant qu'on était des créateurs de contenu jusqu'à parler des héritages des familles en agriculture. Bref, je suis en train d'arriver. Du coup, je vais pas tarder à vous laisser. Je déteste dire du coup. J'aime bien ces discussions complètement informelles. Alors pour l'instant, j'ai un spectateur, ce qui doit être moi-même. Je pense que c'est le bug Twitch de base. Mais peut-être que bientôt j'en aurai d'autres et que le chat se remplira. J'ai trouvé une astuce en plus pour pouvoir avoir le chat bien visible même quand je suis en voiture. Alors, je ne lirai pas le chat, hein, la sécurité routière avant tout, mais un feu rouge, un machin, ça peut être aussi l'occasion. Mais surtout, c'est les moments où monologue et un mode podcast. Hein, c'est pour ça que j'ai choisi cette catégorie aussi pour signaler ce live.
de vous raconter tout et n'importe quoi. Pardon pour le petit rototo. En hommage à Villebrequin. Salut les gars. Et attendez, je tourne. J'ai pas envie de refaire tomber le téléphone. Ici, j'accélère fort. Ouah, vous êtes retombé. Ah bah il y a des chevaux sous le capot, hein. On n'est pas là pour déconner. Je suis 80 000 bornes par an, faut que ça tienne la route. Donc j'aime bien cette espèce de thérapie. Donc on est tous des névrosés. C'est ça le terme que je cherchais tout à l'heure quand on est parti. Névrosé, on a besoin d'écrire, on a besoin de là de vous raconter des conneries, que le plateau du Neubourg, machin, le lin, ça pousse, la machine à rouille. Bref, on a besoin de ça. Une frange de la population dont je fais partie, et certains avec succès, d'autres non. Et le succès souvent mérité, puisque c'est le public qui choisit. Alors, souvent mérité, on reparlera dès que je pourrai me poser au studio pour faire une vraie vidéo. On parlera quand même de deux, trois bouquins, dont un que j'ai lu cet été, encore une fois, où c'est un coup d'édition, et on sent que les éditeurs ont mis toutes les ficelles qu'ils avaient pour que le bouquin se vende. Et puis évidemment, si vous avez jamais lu de polar et de machin, on ira dans le détail. Bah oui, c'est pas mal, c'est pas mal. Ouais, au bout de 4 pages, tu sais qui a fait le coup. Mais c'est nul, c'est nul. Je me suis jamais autant fait chier en lisant un bouquin, parce qu'au bout de 4 pages, c'est excité. Bon bref, peu importe. Donc on est tous des névrosés. Et on va se quitter sur cette belle conclusion. Ça m'a fait... Je suis en train d'arriver, c'est pour ça, il faut que je vous laisse. Ça m'a fait plaisir, encore une fois, de tenter de commencer à faire ces streams. Comme dirait quelqu'un de Twitter, peut-être qu'il faudrait que j'enlève mes lunettes, mais non, moi j'aime bien, je vais les garder encore longtemps. Et je vous souhaite une belle soirée. Je vais aller me boire un petit whisky avec modération et fumer une petite cigarette avec modération pour aller fêter un bel anniversaire. À bientôt. Salut.